Noëlle Lenoir, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, enfin ce midi plutôt. Vous êtes avocate, conseiller d'État, ministre des Affaires européennes entre 2002 et 2004 et vous êtes l'une des premières femmes, vous êtes la première femme juge constitutionnelle en France et il y a une actualité parmi tant d'autres pour laquelle on a eu envie de vous inviter, c'est un rapport du Sénat. Alors d'habitude les rapports du Sénat, on peut pas dire qu'ils arrivent à provoquer la polémique, ils sont plutôt discrets, on peut pas dire qu'on en fasse la une des journaux et pourtant dans le cœur de l'été, un rapport, une mission sur, je cite, les zones grises de l'information qui créent un risque, je cite, d'ingérence intérieure. Quel est le problème de tout ce que je viens d'énoncer, Noëlle Lenoir ? Alors c'est vrai que ce rapport est extrêmement étonnant, venant de la part d'une assemblée de sages, puisque c'est ainsi qu'on appelle le Sénat, qui a un petit peu de recul par rapport à l'actualité d'habitude, et qui est modéré. Mais ce rapport ne l'est pas. D'abord parce qu'il touche à un sujet extrêmement sensible, qui est non seulement celui de la liberté d'expression, qui, comme vous le savez, dans la déclaration de 1789, est le droit le plus précieux de l'homme, c'est-à-dire c'est au-delà de tous les autres droits. Et d'ailleurs, puisque vous évoquiez le Conseil constitutionnel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait de la liberté d'information, c'est-à-dire du pluralisme, de permettre à toute une série de chaînes ou de journaux ou d'acteurs d'opinion, c'est une condition essentielle au sens d'essence, d'existence de la démocratie. Donc c'est quand même un sujet très sensible et qui est traité d'une façon absolument hallucinante parce que ça crée une véritable police de la santé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je considère que c'est le texte, enfin, qui pourrait sortir de ce rapport qui est quand même totalement décoiffant. Ce rapport a en effet analysé ce qu'ils appellent les zones grises dans l'information et ils ont remarqué que notamment sur les réseaux sociaux, on pouvait avoir des déséquilibres avec des personnalités politiques, publiques, d'argent qui pousseraient certaines opinions et donc qui font une liste de préconisations. Et dans cette préconisation, il y a un motif assez curieux puisqu'ils inventent un concept qui est le concept d'ingérence intérieure. Alors l'ingérence intérieure, c'est quand même un concept qui résonne très mal. Alors, je veux pas faire de comparaison n'est pas raison, mais la notion d'ennemi de l'intérieur, c'est ce qui était utilisé quand même pendant la dernière guerre mondiale pour désigner les juifs et les résistants. Et donc, il faut faire très très attention à ne pas pouvoir laisser supposer que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on appelle la bien-pensance, c'est-à-dire en fait un petit peu, pas le bloc central, mais néanmoins ceux qui sont au pouvoir, eh bien, sont des ennemis de l'intérieur. C'est pas totalement des terroristes, mais presque. Et à cet égard, ça résonne très mal. Alors, ça n'est sans doute pas mentionné en tant que tel dans le rapport que j'ai parcouru, mais j'ai regardé les propositions essentiellement. Mais néanmoins, on parle de manœuvres en interne. Et ingérence intérieure, ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec la majorité au pouvoir, eh bien, finalement, ne doivent pas avoir le droit à la parole. Et surtout, ce qui me frappe dans ce rapport, c'est évidemment la mise en place d'une véritable police de la pensée. Pour vous, en fait, c'est ça, parce que si on se plonge dans le rapport, et pardonnez-moi de vous interrompre, mais en effet, ce rapport, en tout cas dans les préconisations, on entend doter l'État d'outils visant réellement d'abord à détecter et ensuite à contrer des récits qui seraient devenus tout d'un coup viraux sur les réseaux sociaux, dès que ceux-ci peuvent influencer le cours d'une élection. Alors, en réalité, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est que, comme vous le savez, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, sa première réforme, c'est les radios libres, qui étaient interdites, puisqu'il y avait des monopoles de diffusion, télévision. Et donc, c'était les radios libres. Mais maintenant, tout ce qui est les médias libres, c'est-à-dire les plateformes, c'est-à-dire les chaînes vidéo, les réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui augmentent considérablement le pluralisme de l'information, et qui sont un bien, alors avec évidemment des fake news, avec de la désinformation. Mais la désinformation, elle existe aussi dans les médias officiels. Puisque, pour ne prendre l'exemple que du New York Times, qui est quand même le journal de référence aux États-Unis, référence mondiale des démocraties, ils viennent de reconnaître que ils avaient colporté des fake news sur les viols par les soldats israéliens. Et ils viennent de faire amende honorable. Et donc, c'est pas parce qu'on s'appelle un journal, Times, ou le New York Times ou Le Figaro, Monde qui a fait l'apologie des Khmers rouges, comme chacun le sait. Donc tout ça, ça n'est pas
convenable dans une démocratie. C'est un rapport extrêmement pessimiste sur les nouvelles technologies, et c'est un rapport qui, a priori, considère que tous les nouveaux médias eh bien, peuvent colporter. Sont forcément colportés, peuvent des colporteurs de mauvaises rumeurs, de puissances étrangères et d'ingérence. En gros, c'est ce qui Mais surtout, ce qui est extrêmement dangereux, c'est que, d'abord, pour ces nouveaux médias, vous allez avoir une définition de ce qu'est la désinformation, la malinformation et le trouble dans l'information. C'est-à-dire que c'est totalement contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que, par définition, l'information, la liberté d'expression peut passer par une expression qui choque. Mais on est d'accord que là, Noëlle Lenoir, ce qui notamment vous interpelle, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'État puisse se penser légitime à exercer de telles fonctions, c'est-à-dire à contrôler ce qu'est une bonne information, un bon média, une bonne source. C'est ça aussi peut-être qui est inquiétant et qu'il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas le rôle de l'État. C'est peut-être pour ça aussi que vous parliez tout à l'heure de police de l'État, police de la pensée. Alors, c'est vrai qu'il est proposé d'augmenter considérablement le rôle de l'Arcom et son pouvoir de sanction. Également, la commission de publication des publications de presse et des agences de presse, également de la CNIL. Donc, en réalité, après l'écologie punitive sur laquelle on est un peu revenu, parce que ça avait eu un impact assez négatif sur la croissance au niveau européen, maintenant on est dans l'information punitive. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un canal officiel de télévision autorisé par l'Arcom ou un organe de presse subventionné par l'État, eh ben vous êtes un suspect. C'est la loi des suspects de l'information. Alors ça se traduit comment ? C'est ce que sous-entend ce rapport, selon vous. Mais c'est explicite. Dans les recommandations, qu'est-ce que vous avez ? D'abord, moi je pense qu'il y a beaucoup de recommandations qui devraient être frappées, si c'est traduit dans une loi, de ce qu'on appelle l'irrecevabilité financière. C'est-à-dire il y a de nouveaux soutiens aux organes officiels qui auront été labellisés comme convenables, donnant une information qui doit être fournie. Ça, c'est la première chose. Circonstance aggravante, et c'est ça qui m'a beaucoup choqué, c'est que il est clair que la future législation est prévue pour filtrer l'information en perspective des élections présidentielles de 2027. Oui, ça c'est clairement affiché. Et d'ailleurs, lors des conférences de presse dont on a pu tout voir, dont on a tous pu voir des extraits sur les réseaux sociaux, notamment le rapporteur de cette mission nous explique que c'est l'échéance des prochains mois qui l'oblige aujourd'hui à s'intéresser à ce rapport et à ces questions. C'est-à-dire que, sous-entendu, le peuple n'est pas raisonnable, puisqu'il s'apprête peut-être à voter dans un sens qui ne convient pas. Eh bien, il ne faut plus faire confiance au peuple et il faut filtrer l'information qui est bonne pour le peuple. C'est à peu près ça la philosophie. La deuxième chose, c'est que vous avez une série de délits, soit de nouveaux délits, soit des dispositions du code pénal qui sont renforcées, et on arrive à, tenez-vous bien, un délit de diffamation ou de discrimination par parole, par propos, non intentionnel. Alors vous diffamez quelqu'un. Une personne qui se sent éventuellement touchée pourrait vous attaquer parce qu'il s'est senti discriminé, même si c'était pas votre volonté. C'est quand même un tout petit peu lunaire. Voilà, donc c'est très très lunaire. Ce qu'il y a également à la clé, c'est algorithmes, et qui va juger ce qui est un bon algorithme ou un mauvais algorithme? Visiblement l'État, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer. Avant une très courte page de publicité, Noëlle Lenoir, vous qui êtes quand même avocate, vous avez été conseiller d'État, vous avez été ministre des Affaires européennes, vous êtes la première femme juge constitutionnelle en France. Comment vous expliquez tout d'un coup ce qui semble être une très lente dérive de l'État qui tout d'un coup se pense légitime? Alors une fois à donner un petit brevet à ce que serait un bon média, demain à contrôler les réseaux sociaux, et même dans la bouche de certains ministres, on a entendu des déclarations pendant le Covid, pendant des périodes de guerre, où tout d'un coup l'État s'arroge certains droits et on a l'impression que la liberté est devenue secondaire. Comment vous l'observez? Je pense que les gouvernants, mais ça n'est pas vrai seulement en France, c'est vrai aussi en Angleterre, où vous avez cette même évolution, à telle enseigne que vous avez des chaînes YouTube qui partent aux États-Unis, parce que la liberté d'expression a été considérablement entamée au Royaume-Uni,
Eh bien, chez nous, ça va devenir la même chose. Je pense que les gouvernants et ceux qui ont exercé le pouvoir depuis des décennies, en gros, centre-gauche, centre-droit, ont peur du peuple. Parce que le peuple ne les suit pas. Peur du peuple. Je pense que confusément, il y a une peur du pouvoir du peuple qui évidemment est considérablement accrue par l'ouverture de ces nouveaux médias qui sont à portée de tous. Je prends un seul exemple, le périscolaire. Le périscolaire, il y a eu des actions qui ont été menées pour dénoncer donc les agressions sexuelles des gens qui étaient censés, des agents de la mairie de Paris qui étaient censés s'occuper des enfants, même des bébés, et qui se comportaient d'une façon épouvantable, puisqu'il y a même eu des viols. La presse classique, la presse officielle, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, n'en avait pratiquement pas rendu compte pendant les élections. Il a fallu que les réseaux sociaux s'en emparent après les élections municipales, notamment à la mairie de Paris, pour qu'on en parle. Donc, ça fait peur, puisqu'il n'y a plus une information qui est canalisée véritablement. Vous avez d'autres sources. De laisser exister d'autres sources, d'autres moyens d'informer aussi, d'autres personnes aussi qui apportent leur information. Et on continue à parler de la liberté en France. Je ne sais pas si vous avez vu quelques jours, le 14 juillet, l'obligation d'un QR code. Ça aussi, on a l'impression que de tels outils se généralisent. Et puis, même cette petite musique qui monte quand on parle du jugement de Marine Le Pen avec le pouvoir des juges, oui ou non en France, ça fait partie des sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre, Noëlle Lenoir, en rappelant que vous êtes avocate, ancienne conseillère d'État, ancienne ministre des Affaires européennes, première femme juge constitutionnelle en France, et vous restez avec nous jusqu'à 12h30. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Maxime Liédo. Ça continue à discuter, notamment en studio avec notre invité qui reste avec nous jusqu'à 12h30, Noëlle Lenoir, avocate, ancienne conseillère d'État, ministre des Affaires européennes, qui est connue pour beaucoup de choses en France, première femme juge constitutionnelle également. Et on avait envie de vous recevoir, Noëlle Lenoir, notamment sur ce rapport qui fait beaucoup de bruit, Mission Flash pour être totalement exact, du Sénat, qui tente de s'interroger sur les fameuses zones grises de l'information, avec ensuite des propositions pour essayer de mieux maîtriser cette grande zone floue, mais qui font énormément réagir, notamment, on en a parlé ensemble avec vous à l'instant, cette notion d'ingérence étrangère, mais là aussi, où on reconnaît qu'on est quand même bien en France. Intérieure. Ingérence, vous avez raison, intérieure. Ce serait la création d'un comité qui serait en fait le responsable de toute cette surveillance. Et c'est vrai que quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ce serait toujours un peu les mêmes qui pensent bien, je le mets entre guillemets, qui seraient à l'origine de cette surveillance. Alors moi, ce que je trouve très gênant, d'une part, on a beaucoup critiqué ce qu'on appelait dans le temps, du temps de Gaulle, la voix de son maître. Mais c'était clair. C'est-à-dire, il y avait un régime politique et il y avait un monopole de la radio et de la télévision. Mais c'était clair, c'était transparent. Aujourd'hui, ça n'est pas transparent. C'est-à-dire que vouloir confier à un organe purement privé. Alors, j'ai entendu parler, ça n'est plus RSF, Reporters sans frontières, qui était quand même un tout petit peu une grosse ficelle, si je peux me permettre ce terme un peu familier, parce que RSF, sur leur site internet, ils ont une obsession contre Bolloré. Ils veulent solder, ils veulent liquider ou voir liquider le groupe Bolloré, le groupe de médias Bolloré. Comme certains groupes politiques en France par ailleurs. Oui, donc c'était un peu gros et donc c'est pas passé. Mais là maintenant, on nous propose un organe purement privé. Alors c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que alors on a parlé d'une fondation dite Descartes. Je ne sais pas si c'est confirmé. En tout cas, c'est dans un article du Figaro écrit par Paul Sugy. L'information semble être vérifiée. Alors cette fondation, qui était jusqu'ici assez peu connue, a été créée par un couple dont un HEC. Et il y a toute une polémique sur son financement puisque il ne publie pas le nom de ses mécènes. Alors on confierait une mission de service public qui n'est même pas de service public, qui est de censure. Privé, dont on ne sait pas comment il est rémunéré. De censure. Puisque vous pouvez suspendre une plateforme, suspendre son algorithme, infliger des sanctions considérables, et vous pouvez aussi déléguer l'Arcom pour empêcher un média de percevoir des recettes publicitaires. On n'a jamais vu ça depuis l'Union soviétique, jamais, à ce point. Et moi je considère que ce rapport, dont certains signataires sont peut-être de bonne foi, et d'autres se sont fait circonvenir, est parti d'un biais
d'un biais cognitif, qui est que tout ce qui est maîtrisé via des subventions plus ou moins justifiées d'ailleurs pour des organes de presse, ou via l'attribution de fréquences par l'Arcom, tout ce qui échappe au pouvoir central est suspect. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la loi des suspects. Et d'autre part, évidemment, ce sont les plateformes américaines. Évidemment. Puisque l'Europe, malheureusement, a eu un positionnement vis-à-vis du numérique qui continue d'ailleurs d'être le sien uniquement punitif, avec d'abord les autorités de supervision informatique et liberté, dont la CNIL. Donc on sanctionne Google à hauteur de plusieurs milliards, mais on est incapable nous-mêmes d'avoir un Google. Et d'avoir des géants européens, c'est d'ailleurs bien aussi le cas sur d'autres éléments comme l'intelligence artificielle et autres. Et alors ce qui est très inquiétant dans ce rapport, du point de vue de la souveraineté nationale, c'est qu'il y a une espèce de porosité avec la Commission européenne. Par exemple, il est proposé par les auteurs de ce rapport, donc les trois partis, Parti socialiste, enfin groupe socialiste, le centre et le LR. Le centre et les Républicains. Il est proposé de faciliter la transmission de pièces pénales dans le cadre d'un procès pénal, par exemple en diffamation, à la Commission européenne pour qu'elle puisse sanctionner. Mais où est le secret de l'instruction ? Où est la souveraineté ? Toutes les pièces à l'Europe. Oui. Et à ma connaissance, il n'y a pas un transfert de la compétence juridictionnaire pénale à l'Europe. Donc je trouve que il y a beaucoup. Donc il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup visiblement d'éléments flous. Vu la polémique que provoque ce rapport, je suis sûr qu'on va encore en parler dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais plus largement aussi sur la liberté. Il nous reste 3 minutes, Noël Lenoir. J'aimerais vous entendre. Déjà, vous venez de citer 3 partis politiques, le centre, la gauche, la droite. Qu'est-ce qui se passe même du côté de la droite ? On se rappelle d'un temps pas si lointain où la droite était censée défendre la liberté. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont oublié ce combat-là, ils ne veulent plus le faire, ils n'aiment plus la liberté aujourd'hui à droite ? Alors, David Lisnard a eu des propos tout à fait justes, et je vous recommande un de ses collaborateurs qui a fait un article dans la Nouvelle Revue politique d'Arnaud Benedetti qui montre qu'il y a une méconnaissance totale de la notion d'algorithme de la part des auteurs de ce rapport. C'est très intéressant. Madame Evren a cru bon de dire que, en fait, elle avait dit ceci, mais qu'elle n'avait pas dit cela, mais qu'il fallait comprendre. J'ai pas très bien compris. Je pense qu'on attend, en perspective des élections présidentielles, des mises au point, et j'espère que ces mises au point vont aboutir à mettre ce rapport au fond d'un tiroir, comme tant d'autres rapports aussi méritoires que celui-là. Et c'est frappant, cette semaine encore, on avait sur cette antenne et pendant cette heure-ci tout un débat sur la liberté. On se rappelle du 14 juillet, on avait souvent critiqué des 14 juillet avec une sécurité un peu trop importante qui empêchait les gens de venir. Là, on a eu une nouveauté ça a fait suite d'ailleurs à une bataille juridique qui a duré jusqu'à 3-4 heures du matin, avec l'obligation d'un QR code simplement pour pouvoir assister aux festivités. On sait ce que cela pose comme problème, notamment des données qui seraient récupérées par l'État, ou même la façon dont ça a été fait, comme si on voulait empêcher les gens de venir. Vous, comment vous avez observé ça ? Est-ce que tous ceux qui ont parlé à un moment de dérive autoritaire, par exemple, c'est des mots que vous pourriez vous reprendre, Noël Lenoir ? Alors, je suis un petit peu plus nuancée sur le QR code. Parce que, de même que la reconnaissance faciale, quand il y a des black blocs je pense que s'il est vrai qu'il y avait des craintes de violence ou d'attentat, le prix à payer, c'est un tout petit peu moins d'anonymat. Et donc, moi, je n'ai pas les éléments de ce dossier, et je trouve qu'il y a quand même une dissymétrie entre un rapport qui veut museler, ou qui pourrait aboutir à museler des opposants, y compris des opposants politiques avant les élections présidentielles, et puis le QR code. Je suis un tout petit peu plus nuancé sur ce point, si vous permettez. Mais bien sûr que je vous permets. La question étant que vous savez comme moi, j'imagine que le chemin de la liberté est parfois raide et qu'il faut essayer d'y éviter les pierres qui s'y cachent. Une dernière question quand même. On n'arrête pas de parler, notamment avec l'affaire Marine Le Pen, régulièrement à la suite de prises de parole de Gérald Darmanin, notamment du pouvoir du pouvoir judiciaire en France, parfois même du pouvoir des juges. Est-ce que vous, dans les prochains mois, quand on sait notamment que Marine Le Pen a décidé de faire un pouvoir en cassation, que la Cour de cassation a dit qu'elle allait essayer, après le premier tour de la présidentielle, de rendre sa décision, est-ce que le fameux pouvoir judiciaire, et j'y mets volontairement des guillemets, est quelque chose qui vous inquiète pour cette campagne présidentielle, vous, Noël Lenoir ? Alors, le pouvoir judiciaire, les juges reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont jamais eu autant de pouvoir, depuis très longtemps.
et par conséquent, ils en sont conscients. Si vous parlez de l'arrêt d'appel sur le procès qui a été fait à Madame Le Pen pour l'utilisation de permanents de parti comme assistant parlementaire, je trouve que, alors je parle pas de ce qui fait l'objet du pourvoi, c'est-à-dire la condamnation pour des faits qui ont été qualifiés pénalement de détournement de fonds publics, parce que là il y a un vrai débat juridique. Je trouve que ici, on a quand même un exemple, alors c'est le pouvoir du juge, d'une leçon de droit qui est donnée par la Cour d'appel au tribunal correctionnel de Paris. Et donc, je pense que quand le juge fait du droit, et moins de morale, et pas du tout de politique, eh bien, il se rapproche des citoyens, puisqu'il parle et il statue en leur nom. Et là, donc, il faut laisser ce pourvoi, avoir lieu, et il faut faire quand même confiance, puisqu'on n'a pas d'autre choix, à la sagesse de la Cour de cassation. Merci beaucoup Noëlle Lenoir d'avoir été mon invité entre midi et midi 30 sur Sud Radio, avocate, ancienne conseillère d'État, ministre des Affaires européennes, connue pour de nombreux travaux et première femme juge constitutionnelle en France. Merci beaucoup d'avoir apporté votre éclairage et votre savoir sur ce rapport dont on va certainement continuer à parler, et plus largement sur l'état des libertés en France. C'est d'une certaine manière un sujet qu'on va poursuivre avec les auditeurs. Mathéo, entre midi 30 et 13h. Exactement Maxime, sur ce sujet qui vous a fait réagir ce matin, ce soutien public d'Elon Musk à Marine Le Pen sur son réseau social X, qui vend en elle le dernier espoir pour la France. Et nous, on vous pose donc cette question au 0826 300 300. Le milliardaire truque-t-il l'élection présidentielle? Rien que ça, vous avez entendu le programme midi 30, 13h, vous en avez l'habitude désormais, et ce jusqu'à la fin de l'été. C'est la France au bout du fil. 0826 300 300, à tout de suite.